Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 105e site rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssa Midani. Bonjour Aïssa. Bonjour Raphaël et bonjour à tout le monde. Alors on va à nouveau parler des deux points dont nous avons parlé là, il y a 2 semaines, bien, parce qu'il y a eu des évolutions. Hein. C'est la résistance palestinienne, notamment à Jérusalem, et les élections syriennes, puisque maintenant nous avons eu les résultats de ces élections. Alors sans transition, on va commencer par la résistance palestinienne. Puisque l'agression continue, hein, que ce soit à Jérusalem et ailleurs. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'état de la situation? Alors, la victoire du peuple palestinien à Jérusalem a été très très importante. Moi, je parle de victoire, bien sûr, parce que les occupants israéliens ont dû se retirer. D'abord, la première fois où Tel Aviv a été bombardée, il y a une très grande un nombre important de colons qui commencent à quitter le pays aussi parce qu'ils ont perdu confiance dans leur armée, dans leur même dans leur gouvernement en fait, puisque cette victoire du peuple palestinien a généré de grandes brèches dans l'état d'occupation israélien, dans l'état où les accusations fusent d'un côté et de l'autre. Netanyahou est accusé par ses pairs comme ayant utilisé en fait ses intérêts personnels et met en danger le pays, etc. Donc ça, c'est un point qui est très important pour moi, qui est du côté du peuple palestinien. Maintenant, il y a beaucoup qui disent effectivement le prix a été très cher parce qu'il y a eu beaucoup de victimes palestiniennes, il y a eu beaucoup de parce que les Israéliens ils ont bombardé comme des malades, hein, des tours complètement habités par des civils, de toute façon, et effectivement, il y a beaucoup de dégâts. Maintenant, il y a effectivement de gros acquis. C'est que d'abord, il faut savoir que il y avait l'entité sioniste devait faire des manœuvres. Rappelez-vous, c'était le jour où ça avait démarré à Jérusalem, ou le lendemain. Les manœuvres ont été renvoyées à l'année prochaine, au calendrier grec, hein, et puis pas au calendrier grec, mais à l'année prochaine, ce qui veut dire quand même que ils ont renoncé à ces manœuvres cette année. Deuxièmement, il y avait une marche des drapeaux israéliens qui devait se tenir par les colons ce jeudi, en fait. Et suite à la mise en garde et suite effectivement à elle a été Annulé? interdite, annulée carrément. Il y a quand même, il faut le savoir, il faut le voir, que bien sûr les Israéliens continuent à provoquer les, les civils palestiniens, ils ont escaladé la répression contre les. Mais hier, il y a eu quand même un grand changement au niveau du rapport de force, ça c'est un point très très important. Et hier, donc, grande réunion du comité de direction de l'opération Al-Quds, en fait, ou des opérations populaires de libération de la Palestine, qui est un comité qui unit l'ensemble des organisations palestiniennes. Et ça, c'est aussi très important. C'est une grande première. Ils ont envoyé des menaces, une mise en garde à Israël, en fait, à tous les dirigeants de l'État d'occupation, que de toute façon, ils ont la main sur la gâchette, que de toute façon, la moindre erreur, ben, ça sera la fin. Ça sera la fin. Donc, effectivement, c'est ça qui a fait que la marche des drapeaux a été annulée, c'est ça. Et on peut dire, donc, on est dans un rapport de force qui est maintenant dissuasif pour l'entité sioniste d'occupation.
et qui est plus en faveur du peuple palestinien. Ça, c'est quelque chose de très important. Je voudrais quand même souligner l'importance de la participation, non seulement de l'unité et de l'unité de l'ensemble des Palestiniens. On en avait parlé la dernière fois, c'est les Palestiniens des territoires occupés en 1948, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza. Tout le monde est uni aujourd'hui dans la lutte contre l'état d'occupation israélien. Donc, ajouter à ce fait le mouvement de solidarité mondiale qui a été créé autour de ces actions. Je voudrais rappeler aussi le fait qu'il y ait eu des millions de personnes dans le monde entier, y compris aux États-Unis, y compris dans tous les pays musulmans d'Asie, et y compris dans les pays arabes, y compris dans les pays qui ont créé des relations avec Israël, comme Bahreïn par exemple. Il y a eu de très grandes manifestations des Bahrainis de soutien au peuple palestinien. Ajouté bien sûr à tous les peuples arabes autour, donc en Syrie, au Liban, etc. Mais tout ceci, tout ce mouvement de solidarité a changé la donne, a montré aussi que la question palestinienne est revenue parmi les priorités sur le plan international, alors qu'ils voulaient l'enterrer, Trump et Israël voulaient l'enterrer avec le deal du siècle, ce qu'ils ont fait, et puis ils ont poussé des pays à pactiser avec Israël, etc. Ben là, aujourd'hui, c'est le deal du siècle qui est enterré. Et ça, c'est un point très important. Le dernier point qui est très important, c'est que les Palestiniens se sont rendus compte qu'il ne sert à rien de faire des discussions pendant 20 ans ou 30 ans, comme c'était le cas pour Oslo, et que ça ne ramène rien, que de toute façon, donc, il n'y a plus d'illusion sur toute solution de paix ou entre guillemets, qui sont proposées par Israël, puisque c'est un État qui est agressif et qui continuera à l'être. Donc, il n'y a que la lutte populaire. Et qui est un État colonisateur. D'ailleurs, à ce sujet, voilà. y a eu le démantèlement d'une colonie sauvage en Cisjordanie. Est-ce que tu peux commenter ? Ah oui, absolument. Donc là, ça montre aussi que les menaces de la résistance palestinienne deviennent l'entité israélienne en tient compte et agit en conséquence. Donc l'interdiction de la marche des drapeaux, comme le retrait, le démantèlement de cette colonie qui est dans Attar, dans la montagne de Sber, ça n'est qu'un début et que ça continuera. Un dernier point qui est important, c'est que beaucoup de colons ont commencé à plier bagages et à essayer de partir, de rentrer dans leur pays d'origine, puisqu'ils ne se sentent plus en sécurité. Et c'est ça qui est demandé, en fait, c'est aujourd'hui, on leur dit, rentrez chez vous, partez, parce que cette terre n'est pas à vous et vous n'y serez plus en sécurité. C'est ça le message essentiel aussi de cette action et de cette opération, l'épée de Jérusalem. Le prix peut-être était élevé en matière de Palestiniens, puisqu'il y a eu 36 enfants, il y a eu quand même 236 morts, dont 36 enfants, et vraiment des grands massacres aussi, beaucoup de blessés, etc. Mais c'est un acquis, l'acquis est important, et puis c'est l'état d'esprit, je dirais, du peuple palestinien, c'est continuons la lutte jusqu'à la libération totale de la Palestine. Aujourd'hui, on parle de la libération totale par les actions populaires, par la résistance populaire. Alors, un dernier point que je voulais aborder, c'était la censure sur Internet.
Parce qu'il y a un article qui est paru sur France 24 qui s'intitule Facebook, des employés dénoncent une censure de contenu pro-palestinien sur les réseaux sociaux. Donc, au cours de la récente flambée de violence israélo-palestinienne, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une censure des contenus pro-palestiniens sur plusieurs réseaux sociaux. Facebook, notamment, était sous le feu des critiques pour avoir supprimé de nombreuses publications pro-palestiniennes sans donner d'explication. Cette semaine, ce sont les employés du réseau social de Mark Zuckerberg eux-mêmes qui demandent des comptes à leur direction. Alors, c'est quand même assez nouveau. Enfin, toi et moi, on savait depuis longtemps qu'il y avait une censure sur les réseaux sociaux, en général sur Facebook, Google et YouTube en particulier. Mais là, c'est un média mainstream qui le dit, et l'accusation est portée par des employés de Facebook lui-même. Absolument, c'est une grande première et c'est très important de le signaler. Mais de toute façon, on sait qu'il y avait une censure sur tout ce qui touchait la Palestine, on le sait, sur tous les milieux, sur tous les médias. Rappelez-vous quand même, ils ont réussi à dire que parler de la Palestine, c'est de l'antisémitisme presque. Ils ont essayé, tenté, ils tentent toujours de créer des lois, de créer des choses et des faits qui permettent d'interdire et d'occulter toute personne, en fait, d'occulter la voix de toute personne et de toute entité qui peut parler au nom des Palestiniens et qui dénonce d'ailleurs les massacres israéliens, qui dénonce les exactions qu'ils mènent et les actions, les crimes qu'ils mènent tous les jours et qu'ils commettent tous les jours contre le peuple palestinien partout dans le monde en fait, mais surtout dans les territoires, dans toute la Palestine occupée. Et ce sont des crimes contre l'humanité, des destructions de maisons, des destructions de culture, des emprisonnements administratifs à vie, etc., des maltraitances et des emprisonnements d'enfants. Il faut quand même savoir aussi que la plupart des enfants palestiniens sont abordés par la police, appréhendés, maltraités, tabassés, etc., plus le tabassage systématique. Donc, ça, c'est une grande première et c'est important. Okay. Et vive la Palestine, je dirais. Ça a été Merci important. beaucoup, merci Aïssa. On va essayer de faire plus court que d'habitude aujourd'hui, donc c'est pour ça que je te presse un petit peu. On va aborder maintenant, puisqu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait dire de nouveau par rapport à il y a 2 semaines sur la résistance palestinienne, même si on pourrait passer 1 heure rien que là-dessus. On va parler maintenant des élections syriennes, qui, c'est vrai, vu de France, c'est peut-être, en tout cas vu des médias mainstream en France, ce sont des élections fantoches d'un pays dictatorial. Donc le dictateur s'est fait réélire avec un score soviétique, puisque 95% des suffrages exprimés ont été en faveur de Bachar al-Assad. Alors, quelques chiffres, il y a eu 18 millions de votants, 18 millions de personnes en âge de voter, mais 14 millions de personnes qui ont réellement voté. Et il y a eu 78, ce qui fait donc un taux de participation de 78%. À faire pâlir, certains diront, d'envie certaines démocraties occidentales qui n'atteignent pas du tout ces chiffres-là de participation. Mais on peut se dire aussi que c'est le fruit d'une coercition, que les gens votent parce qu'ils sont obligés d'aller voter et qu'ils subissent des pressions pour ça, et que s'ils ne votent pas pour Bachar, ils se font taper sur les doigts, voire bien pire. Alors, oui, c'est un argument qui fait doucement rigoler quand on voit quand même que les pays qui se targuent de démocratie ont interdit aux Syriens de voter chez eux. Alors, c'est le cas de l'Allemagne qui a interdit le vote en Allemagne, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas d'un tas de pays qui sont aussi amis de la France et qui pensent qu'ils sont constitutionnels et très bien, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, où il n'y a jamais de vote d'ailleurs. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu il y a eu aussi dans un pays comme le Liban qui était à côté, il y a eu même une agression caractérisée par les forces qui sont pro-israéliennes en fait, clairement de Jar Jar, Jean Blanc etc.
qui ont agressé les Syriens qui allaient voter à l'ambassade syrienne. Et à Ouais, tel point, il y a eu un mort et des dizaines de blessés. Ils ont été agressés, ils ont été obligés de repartir alors qu'on ne voyait pas vraiment qu'il y a au Liban beaucoup de mukhabarat syriennes qui obligent les gens, les réfugiés syriens au Liban, à aller voter à l'ambassade syrienne du Liban, donc à Beyrouth. Donc ça, c'est un troisième point qu'il faut voir aussi. Et donc, et que partout en plus, en Syrie, les gens se sont précipités pour aller voter et on a dû pour ça aller prolonger le vote jusqu'à minuit, donc allonger la journée du vote de 5 heures supplémentaires pour que tout le monde puisse voter parce que les gens sont arrivés de partout pour voter. Donc, on peut raconter ce qu'on veut, mais la réalité est tellement, de manière flagrante, est tellement différente hein, qu'on ne peut ouvrir les yeux et voir cette réalité que beaucoup de pays continuent et beaucoup de médias mainstream qui sont tout à fait mobilisés, d'ailleurs depuis 11 ans, contre la Syrie, qui racontent des mensonges. Ils peuvent continuer à raconter ce qu'ils veulent sans prendre en compte la réalité, en fait, en faisant un peu l'autruche. ouais. Ça, c'est donc c'est la vérité de comment s'est déroulé le vote. Maintenant, quand on voit après les festivités, en fait, qui sont partout dans toutes les villes C'est ce dont j'allais parler, de justement, la Syrie. les célébrations Pardon. qu'on a vues, les grandes célébrations qu'on a vues à Homs, à Damas, à Alep, pardon, à Dera et à Hama. C'est vrai que ça a pu surprendre certains, puisque parmi ces villes, il y a notamment des villes qui étaient le siège au départ de ce qu'on a appelé la révolution syrienne. Alors, effectivement, d'abord, je commencerai plutôt par Douma, qui devait être le fief selon certains médias occidentaux démocratiques, s'il vous plaît. C'était le fief de Hayat Tahrir al-Sham. Ils voulaient en faire la capitale de la Khilafa, en fait, hein. Et donc, quand on voit comment le président Assad a été accueilli dans ce bureau de vote à Douma et le fait qu'il ait voté de Douma, ça a une grande signification. C'est que Douma, elle est vraiment au cœur de la Syrie aussi et elle est proche de Damas. Et ça montre aussi à quel point les habitants de Douma ont été pris en otage par les terroristes, hein, pour leur faire dire et leur faire vivre autre chose. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, tu parlais effectivement de festivités dans pas mal de villes, mais c'est pas dans pas mal de villes, c'est partout, dans toutes les villes de la Syrie, il y avait de grandes festivités et les gens se félicitent les uns les autres. Il se distribue des gâteaux, etc. Alors, par ce temps de pénurie. Mais en fait, pour les gens, c'était une grande joie, une explosion de joie, qui montre que, pourquoi c'est une explosion de joie? Après 10 ans de guerre, où on voulait parler en leur nom, leur imposer un régime différent, si on peut dire. On voulait leur imposer des dirigeants différents, etc. Et là, le peuple syrien a dit sa parole, a dit son mot, il a fait son choix, il montre au monde entier que de toute façon, c'est lui qui se réapproprie son avenir, c'est lui qui décide qui il veut et comment il veut être dirigé, avec qui et dans quelle voie, dans quel sens. Or, je voudrais rappeler quand même que le titre de la campagne de Bachar al-Assad, c'était « L'espoir par l'action ensemble », l'espoir par le travail. Donc, en fait, c'est ça. Et tout de suite, en fait, immédiatement, c'est pas après, c'est pas avant, mais ça n'a jamais arrêté. La Syrie n'a jamais arrêté de construire
même pendant que les terroristes détruisaient et continuent à détruire malheureusement jusqu'à maintenant, avec leur présence qui est là à Idlib, subventionnée et soutenue, mais colossalement par la Turquie et par les Américains et par leur présence à Hasakeh, aussi à l'est, donc à l'est, au nord de la Syrie, pardon, au nord-est de la Syrie et au nord-ouest aussi à Idlib. Donc c'est aussi la manière de dire du peuple syrien, nous voulons, nous agissons, nous faisons, et malgré toutes vos sanctions, entre guillemets, qui ne sont pas des sanctions, qui sont des mesures de coercition, qui veulent nous mettre à genoux, eh ben, nous ne serons pas à genoux, nous continuerons à pratiquer la politique que nous voulons pratiquer. Nous sommes toujours aussi solidaires avec la Palestine. Je voudrais dire aussi que pendant cette opération de l'épée de Jérusalem, il y a eu aussi énormément de manifestations de soutien en Syrie au peuple palestinien. Donc tout ceci est très très important et que nous allons construire ensemble, nous allons construire et nous allons pouvoir nous en sortir. Alors j'ai une question un peu malicieuse. Est-ce que l'ONU a envoyé des observateurs pour surveiller ces élections en Syrie? Et si oui, Bachar Assad a-t-il accepté la venue de ces observateurs? Non, en fait, l'ONU n'a pas envoyé. Et puis, de toute façon, nous avons invité, c'est-à-dire la Syrie, l'État syrien a invité un certain nombre d'observateurs internationaux, effectivement, un nombre de personnes, de pays amis, qui sont venus, qui ont accompagné ces élections, qui sont allés dans les bureaux de vote, qui ont discuté avec les votants, qui ont publié un rapport, d'ailleurs, que tu peux peut-être publier, Raphaël. Et donc voilà, qui montre que ces élections ont été faites en pure et en pure forme, en pur respect de la liberté de chacun, et que qu'il y avait bien des isoloirs, que toutes les mesures de confidentialité étaient réunies, ajoutées aux mesures aussi de santé, parce que n'oublions pas qu'on est en phase de Covid aussi. Mais et que tout ça a été très correctement fait. Donc le rapport effectivement de ces gens, et puis d'ailleurs il y a Marc Taliano a publié des choses comme ça aussi sur son site. Marc, il est allé à plusieurs reprises en Syrie et il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Syrian Voices, les voix de la Syrie, qui a été traduit d'ailleurs en arabe, en français. C'est un livre qui est écrit en anglais, mais il est allé plusieurs reprises en Syrie, Marc, et qui est un chercheur d'investigation, en fait, un écrivain et un investigateur. Alors tu as parlé de l'importance de ces élections déjà, tu l'as bien souligné. On va parler aussi également des conséquences de ces élections. Déjà Bachar Assad a été réélu pour combien d'années? C'est un mandat de combien? C'est un mandat de 7 ans. 7 ans, d'accord. Voilà, donc il est élu effectivement à 95,1%, un score qui fait pâlir d'envie effectivement les messieurs qui sont élus à moins de 20% de la population, en fait, pour ne parler que d'eux. Et qui terminent leur mandat avec moins de 10% de popularité en général. Et oui, alors voilà, bon, qui sont d'ailleurs les plus agressifs et les plus, qui sont la tête de pont de l'agression contre la Syrie, comme la France, malheureusement. Et puis, et qui continue à l'être d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a aussi des délégations françaises et hollandaises qui pénètrent de manière tout à fait illégale. Nous allons venir juste après, mais juste pour terminer sur ces élections, c'est vrai que là on voit mal quelqu'un réclamer ou
avoir comme objectif le renversement de Bachar al-Assad, aujourd'hui ça paraîtrait complètement... déjà pour certains observateurs au départ ça paraissait assez hypothétique, mais aujourd'hui ça paraît très grotesque de dire oui nous allons renverser Bachar al-Assad. Ce mandat de 7 ans assoit vraiment son assise en termes de chef d'État Exactement. et il va lui Exactement. permettre peut-être non seulement de terminer la guerre, mais également de construire encore plus et encore mieux la paix. Exactement, tu fais très bien de le signaler et je te remercie. Effectivement, ça permet de consolider effectivement ce pouvoir, le pouvoir ou l'expression du pouvoir populaire, je dirais, puisqu'il a été élu à un score qui est assez important. Sans appel. Et c'est sans appel. Que aussi les deux autres personnes ont pu mener leur campagne de manière tout à fait correcte aussi, et ils ont pu utiliser les médias exactement à égalité, qu'ils ont pu accéder et de leur dire d'ailleurs, en fait. Donc c'est très très important en fait. Et je voudrais dire quand même qu'il y avait quelqu'un qui était dans l'opposition, dans le monsieur Mohamed Mor'i, le deuxième candidat, et qui a obtenu 470 000 voix. Donc, c'est quand même intéressant, mais intéressant pour lui. Mais ça s'est passé dans le respect le plus total de ses temps, même dans le respect au niveau de la parole et au niveau des termes. Je veux dire, il n'y a pas eu en fait, comme on peut voir, comme on a vu dans les élections américaines, où il y a eu vraiment un niveau très bas d'insultes. Oui, et puis il y a eu des tensions importantes, c'est entre vrai. les candidats. Ouais, voilà. Entre les deux camps. Voilà. Alors on va clore le sujet sur les élections syriennes. On va aborder le point que tu venais juste de mentionner, c'est-à-dire qu'effectivement la France et la Hollande ont envoyé des délégations en sous-marin entre guillemets en Syrie pour récupérer des prisonniers auprès des FDS, En fait, les forces kurdes, enfin kurdes entre guillemets. Ils prétendent qu'ils veulent récupérer des prisonniers, mais en fait, ça, c'est un prétexte, alors que, de toute façon, la Syrie invite depuis longtemps tous les pays qui ont envoyé des terroristes à entrer en contact avec l'État syrien pour les récupérer. On sait quand même qu'il y a beaucoup de prisonniers, en fait, parmi les terroristes, il y a beaucoup de prisonniers qui sont en Syrie. Et là, la France n'a jamais voulu, enfin la France entre autres, mais ces pays européens qui ont effectivement des terroristes qui sont en Syrie, des ressortissants terroristes de leur pays, ils n'ont jamais voulu ni traiter avec l'État syrien, ni rentrer. Et là, on les voit s'introduire en toute illégalité dans l'État syrien, aller traiter avec des forces qui sont qui sont soutenues par l'étranger, soutenues par les Américains. C'est les forces de Qassad, FDS, et ils prétendent qu'ils viennent pour discuter avec eux en ce qui concerne les prisonniers chez eux, des ressortissants de leur pays, c'est-à-dire les ressortissants français et hollandais terroristes qui sont en prison chez Qassad. Ce sont les terroristes de Daesh, il faut le savoir, qui sont là. Et donc, c'est aussi une manière de reconnaître et de voir, de montrer au monde que de toute manière, la France soutenait Daesh, et il y a bien des ressortissants de Daesh qui sont français. Voilà. Ça, c'est aussi un autre point que je voudrais souligner. Et donc, voilà, tout ça, c'est quand même, ça ne milite pas dans le respect des lois internationales. Bien au contraire, malheureusement, ceux qui plaident le plus qu'il faut respecter les lois internationales, etc., sont les premiers à les violer. Et ça, la France et la Hollande sont les premiers à violer la loi de l'ONU. En fait, les lois internationales et les lois qui dirigent les relations entre les pays.
Mhm. Un autre point qu'on souhaitait aborder, c'était la turquisation à Idlib, Alors, avec l'histoire des cartes oui, d'identité. Si tu peux expliquer un petit peu ce qui se passe. là-dessus, je voudrais, je continue donc sur la même lancée, effectivement, tous ces pays qui soutiennent des terroristes, hein, et qui les ont soutenus, c'est la Turquie qui soutient les terroristes qui sont à Idlib et qui sont aussi à Manbij. En fait, aujourd'hui, on voit qu'elle construit sur le terrorisme, justement, la Turquie oblige les Syriens qui habitent Idlib à prendre la nationalité turque et les cartes d'identité turques, les oblige à traiter avec la livre turque, les oblige à se faire comment dire, un curriculum turc, en fait, des inscriptions administratives turques, et on leur enlève leur carte d'identité syrienne et les oblige à faire ceci. Sans parler des programmes turcs enseignés à l'école, les enfants, on les oblige aussi à étudier au cours et à discuter, et la langue officielle devient le turc. Et à traiter avec la livre turque, en C'est vraiment fait. Bon, ce qui est aussi illégal. c'est vraiment une C'est tentative de pure colonisation, quoi. Là, on colonise. Absolument, c'est de la colonisation totale, et de la turquisation, en fait, de la Syrie, en vue de se l'approprier. Donc ça, c'est aussi non seulement un crime international qui doit être aussi sanctionné par tous les pays de l'ONU, en fait, pas seulement par les organismes, mais aussi par tous les pays de l'ONU. Au même titre d'ailleurs que ce qui se passe en Israël aussi, qui doit être sanctionné par l'ONU. Et au même titre que je Donc, dirais que ce qui s'est passé au Rojava et aux alentours, pour clamer que c'était un territoire kurde, il y a eu du nettoyage ethnique de fait. C'est ce que disait d'ailleurs même Michel Rimbaud dans une de ses conférences. ouais. C'est qu'il y a eu des populations qui ont été déplacées pour faire valoir Mhm. que ces territoires sont à majorité kurde, ce qui n'était pas au départ. Donc on Ce appelle qui ça ne l'est pas. on appelle Ouais. ça du nettoyage ethnique, c'est un crime contre l'humanité. Oui, oui, c'est une volonté de changement démographique, effectivement, pour grouper toutes les personnes d'une certaine ethnie ensemble, et puis œuvrer pour une séparation. Tout ça, en fait, ce sont des crimes contre l'humanité qu'il faut dénoncer, et qu'on continue à combattre, à dénoncer. Alors, cette Alors, interview touche à avec, sa fin. Et ça, je suis désolé, on a oui, déjà dépassé de 2 minutes d'accord. la demi-heure qu'on Ah s'était oui, donnée. d'accord. Mais Ok. je voudrais Oui. terminer sur une note positive, puisque tu me signalais Mhm. en préparant cet entretien Mm. l'inauguration d'un centre de soins contre la leucémie en présence de Madame Assad. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est? Tout à fait. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que les Syriens continuent effectivement à construire, et donc là, c'est une œuvre qui est là depuis 15 ans. Ils sont en train d'y travailler pour la faire, pour la réaliser. Et donc, elle voit le jour aujourd'hui, malgré l'embargo, malgré le blocus. Et en fait, ça, c'est un point très important. On reviendra sur la qualité, parce que c'est une qualité pas seulement de construction, aussi d'appareillage, de services, etc., qui est très, très importante pour les enfants leucémiques, en fait, qui se base aussi sur les dernières données scientifiques, ou qui comportent aussi de la recherche, en fait, concernant les cellules souches, l'utilisation des cellules souches pour guérir la leucémie. Donc, c'est un point important, et c'est surtout un exemple important, et je dirais brillant, qui montre que quand on veut, on peut. Et la réalité, c'est que malgré l'embargo, on va pouvoir Malgré la guerre. malgré la guerre et l'embargo, briser toutes ces mesures coercitives, et avancer et construire. Et ce centre, il Voilà. se situe où en Syrie? Dans le nord de la Bah, Syrie ou près de Non, 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 Damas? c'est à Damas, C'est à oui, Damas, c'est d'accord, ok. à Damas, ouais. Très bien. Donc je vous dis, pour terminer, je peux dire, la Syrie arrivera à
à effectivement libérer l'ensemble de ces territoires, à reprendre le contrôle de toutes ces terres comme ça et comme cela, elle l'a toujours dit, et elle sera victorieuse, et vive la Syrie. Aïssar Minadi, merci beaucoup pour ton témoignage et tes analyses. Et je te dis à dans 2 semaines. Merci, dans 2 semaines.